Donc j'appelle tout de suite les deux grands témoins. Donc Sophie Bauer, vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Et puis Laurent Perrin, allez-y, prenez place. Je vais m'asseoir avec vous. Mettez-vous juste à côté. Voilà, je vais vous mettre là. Non, pas de trou entre les intervenants. Voilà, c'est pour des questions de caméra. Voilà, alors, bienvenue à tous les deux. Oui, prenez des micros, mettez-vous à l'aise. Donc Laurent Perrin, vous êtes président du syndicat national des vétérinaires libéraux. Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Et donc, si on vous a invité aujourd'hui à intervenir tous les deux en tant que grands témoins, c'est parce que vous êtes tous les deux des praticiens en fait de la médecine et vous avez des patients en fait l'un comme l'autre et donc vous savez ce que c'est que d'exercer sur le terrain. Et donc ce qui m'intéressait, c'est vous en tant que praticien de terrain, comment vous vous êtes approprié cette notion de One Health. On disait tout à l'heure que peu de monde en fait connaissait le sujet, mais vous connaissez très bien le sujet tous les deux. Donc qu'est-ce qui vous a amené à connaître ce sujet et comment vous le pratiquez, vous, au quotidien? Et puis, une petite question par rapport au Covid-19, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Donc, peut-être Laurent Perrin pour commencer, avec une vision un peu historique, parce que les vétérinaires ont joué un rôle très important dans One Health. Oui, bonjour à tous. Effectivement, pour les vétérinaires, le sujet, il est patent et historiquement dans nos travaux. Les vétérinaires, vous avez parlé tout à l'heure d'alimentation saine et d'alimentation en quantité. La profession vétérinaire, elle a été créée au moment de la peste bovine pour éliminer la peste bovine en France, qui impactait très fortement les apports de viande à la population. Donc en fait, notre profession, elle est créée déjà sur ce sujet-là et sur un sujet d'apport alimentaire. Ensuite, le travail il a continué avec en particulier l'élimination des grandes zoonoses historiques, tuberculose, brucellose, où là on a des pathologies du bétail et qui passent à l'homme. Et puis ça continue puisque on est en train de subir déjà depuis un certain temps avec la FCO et maintenant la maladie hémorragique, des nouvelles pathologies qui sont des pathologies vectorielles et où là la santé environnementale et climatique joue un rôle majeur. Donc en fait c'est quelque chose qui est inhérent à la profession vétérinaire. On a toujours travaillé comme ça. Après d'autres sujets se sont greffés. La ressource que sont les antibiotiques. Tous les plans éco-antibio qui ont été mis en place pour justement préserver la ressource, conserver effectivement un arsenal thérapeutique du côté des vétérinaires, mais en préservant en premier aussi l'arsenal thérapeutique humain, bien sûr. Il faut qu'on arrive à travailler de façon conjointe et intelligente avec cette ressource qui n'est pas inépuisable. Donc il faut vraiment arriver à une prescription intelligente. Alors expliquez-nous peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien le lien entre la santé environnementale et puis l'émergence des maladies vectorielles. On a des maladies qui remontent du sud liées à la présence en fait d'insectes qui sont vecteurs en fait des pathologies. On a énormément de maladies maintenant qui ne sont plus contagieuses d'animal à animal sans l'intervention d'un vecteur qui va piquer. C'est le principe un peu du paludisme et de la mouche tsetse, hein, c'est classique, ou du trypanosome. On est sur des maladies qui sont transmises par des insectes. Et effectivement, l'étendue géographique, la présence géographique de ces insectes augmente et remonte vers le nord de plus en plus du fait du réchauffement climatique. Donc on a un vrai, le moustique tigre qui arrive avec le chikungunya en humaine. Et puis nous actuellement on a des culicoïdes qui propagent en fait des pathologies qui jusque-là ne se propageaient pas par absence du vecteur. Et donc le deuxième sujet, c'est l'antibiorésistance, donc la résistance aux antimicrobiens de certains pathogènes qui peuvent attaquer les humains ou les animaux. Oui, là on est vraiment sur un sujet avec l'antibiorésistance et le maintien de la ressource antibiotique. Autant les autres sujets sont des sujets qui étaient inhérents à la profession. Mais la prise de conscience du maintien de cette ressource que sont les antibiotiques, c'est quelque chose de nouveau et qui a d'emblée été émerge de la prise de conscience du One Health.
On a une ressource qui est partagée entre les hommes et les animaux. Il faut arriver à trouver de façon intelligente une vraie prescription raisonnée des antibiotiques, avec des résultats qui ont été très très bons. Côté vétérinaire, on a des réductions de plus de 50% d'utilisation des antibiotiques, l'arrêt pratiquement d'utilisation de certains antibiotiques critiques qui sortent pratiquement du système. Maintenant, il faut arriver à maintenir quand même cet arsenal côté vétérinaire, puisqu'il est évoqué le bien-être des animaux, et la première raison du bien-être, c'est d'être soigné quand on est malade. Et donc il faut qu'on garde les moyens de soigner quand même les animaux dont on est responsable pour nous. Merci. Sophie Bauer, c'est quoi One Health pour vous et comment vous êtes emparée du sujet? Je crois que vous êtes très bonne, vous connaissez très très bien One Health vous-même. Oui, en fait, je travaille sur le sujet One Health depuis plusieurs années maintenant, y compris à titre universitaire. Et moi, j'ai découvert One Health un petit peu au moment où si vous vous souvenez, il y avait cette fameuse campagne de l'assurance maladie, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et puis là, surprise, on s'est aperçu que nous, médecins, on prescrivait en fait que 20 à 25% des antibiotiques qui étaient utilisés et que tous les autres partaient soit dans l'élevage, soit dans les soins de nos animaux de compagnie. Donc ça a été un peu l'électrochoc parce qu'on s'est dit, c'est bien gentil si nous on fait des efforts, mais si de l'autre côté, 75% des prescriptions ne sont pas modifiées, on pourra toujours ramer tout seul dans notre coin, ça réglera pas le problème de l'antibiorésistance. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept de One Health. Alors ce concept, effectivement, historiquement, il a été décrit par l'American Veterinary Association dans les années 2008 à peu près. Et en fait, c'était une extension de l'ancien concept qui existait déjà chez les Grecs anciens, qui était le concept d'une seule médecine. Puisque dans la Grèce antique, on ne se posait pas la question, il y avait une même pharmacopée pour les animaux et pour les humains. Le peu de connaissances pseudo-scientifiques qui existaient étaient les mêmes, il y avait de l'anatomie comparée, tout ça existait joyeusement. Et donc, en fait, on n'a fait que redécouvrir le fait qu'il y a une seule médecine et on y a associé, ce qui était l'intelligence de ces vétérinaires, on y a associé de plus en plus la santé environnementale. Et nous, effectivement, en médecine humaine, on constate de plus en plus de pathologies d'origine environnementale, que ce soit les allergies, que ce soit les cancers, et bien entendu, celles qui sont liées à une mauvaise alimentation, puisqu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'aliments transformés qui comportent des produits que notre organisme ne sait pas traiter, et quand notre organisme ne sait pas traiter, il fait quelque chose de très désagréable pour nous, c'est-à-dire qu'il stocke. Et donc il y a des molécules qui n'étaient pas connues de nos organismes, qui sont donc stockées, et tout ça provoque, avec la sédentarité liée à l'urbanisation et au fait que nous avons des vies de plus en plus urbaines, ce qui n'est pas le cas des agriculteurs d'ailleurs, eh bien, a émergé la pathologie de l'obésité. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable de voir que les obèses ont souvent des chiens obèses, parce que finalement, ils ont un peu tendance à manger la même chose, voilà. Et que quand on veut faire marcher nos patients, on leur conseille de prendre un chien, voilà, ce qui les force à sortir un peu tous les jours. Et on a des améliorations de la santé humaine chez les propriétaires de chiens par rapport à ceux qui n'en ont pas, parce qu'effectivement, ils marchent plus. Donc ça devient d'ailleurs un moyen thérapeutique. On parle du sport santé, et bien c'est un des moyens de faire du sport santé à nos patients, c'est de leur dire en sortant du cabinet, vous passez à la SPA, vous prenez un chien, et puis ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Donc effectivement, ça fait un moment que je m'occupe de ça. Après, le Covid n'est pas arrivé par surprise, puisqu'il y a certains travaux qui ont été émis bien avant qui nous disaient que 70% des pathologies infectieuses émergentes chez l'homme seraient des zoonoses. Il y avait un livre blanc qui avait été très bien fait par des professeurs de pathologie infectieuse. Malheureusement, il avait subi un rangement vertical par nos autorités, si bien que le virus ne prenant pas l'avion, mais Paris étant déjà plein de Chinois, effectivement, le Covid est arrivé assez vite. Alors après, il y a eu un article très intéressant qui disait, en fait, le Covid est assis sur vos genoux. Parce qu'il se trouve que les hommes passaient le Covid aux chats,
qui heureusement avaient une forme assez bénigne, mais qui ont quand même servi du coup de réservoir. Et donc ce Covid, il était complètement ubiquitaire, ce virus, et donc c'était complètement illusoire d'espérer l'éradiquer en éradiquant le réservoir. Merci. Laurent Perrin, je voudrais revenir sur le Covid. Déjà, est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose ou pas? Et puis, deuxièmement, les antibiotiques, justement, cette antibiorésistance, il y a une très forte mobilisation des vétérinaires pour réduire justement ces usages d'antibiotiques en santé animale. Oui, en santé animale, on a vraiment eu des résultats très très importants qui sont liés aux efforts, liés des éleveurs et des vétérinaires. Alors effectivement, on partait de loin. Après, effectivement, 80% des prescriptions en médecine vétérinaire, c'est pas lié à 4 fois plus de prescriptions, mais aussi une population beaucoup plus lourde. Et finalement, une exposition qui n'était pas forcément très supérieure à ce qui était fait en humaine. Par contre, oui, on a eu des très très bons résultats, hein, avec une prise de conscience que il y a une vraie révolution dans les pratiques. C'est-à-dire que il y avait un adage qui était donner des antibiotiques, c'est moins fatigant que donner un coup de balai. Travailler sur l'hygiène et la biosécurité, effectivement, c'est un gros effort. Par contre, ça donne des résultats majeurs. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on parlait pas souvent de santé, que les décideurs publics ne parlaient pas beaucoup de santé. En fait, les décideurs publics, ils parlent beaucoup de soins et très peu de prévention. Et je pense que le maître mot dans l'One Health, c'est la prévention et l'anticipation. Je pense que c'est ce qui apparaît aussi pas mal dans la note. On a un vrai devoir d'anticiper les choses. On ne va pas gérer les crises les unes après les autres quand elles arrivent. Et le maître mot, c'est la prévention. C'est la prise de conscience et la prévention. Pour le Covid, ce qui a été spectaculaire du côté des vétérinaires, c'est donc on a maintenu l'activité. On s'est aperçu bizarrement du soutien qu'apportaient les vétérinaires aux clients. En fait, on a beaucoup de clients qui venaient avec des animaux qui n'étaient pas malades. En fait, ils avaient une bonne excuse pour sortir de chez eux et avoir leur papier pour se promener. Donc, on a vu beaucoup de gens. Et ça, c'était une des premières motivations de l'arrivée des clients chez nous et des propriétaires. Et la deuxième motivation, c'est probablement qu'on était aussi moins saturés de boulot que les médecins à ce moment-là, et que les gens venaient chercher des explications chez nous. On a eu énormément de questions sur la vaccination ARN. En vétérinaire, il y a un vaccin ARN qui existe depuis très longtemps sur un coronavirus. Donc on a été capable de dire aux gens, voilà, ça existe, c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau là la semaine dernière. Ça existe, ça fonctionne, on l'utilise et sans risque. Donc on a vraiment eu cette capacité à renseigner les gens. On a cette chance que les vétérinaires ont encore un capital confiance important, et ce qui fait que les gens, y compris pour leur propre santé, nous font confiance en fait dans les messages à la fois de prévention et puis l'autre volet, c'est le fait que nous sommes habitués à faire, en particulier en médecine rurale, à faire de la médecine de troupeau, de la médecine de population, et qu'en fait on était beaucoup plus à même d'expliquer pourquoi le masque c'était intelligent, pourquoi se laver les mains c'était quand même pas une mauvaise idée, et toutes les mesures qui ont été faites pour essayer de limiter la contamination de personne à personne, nous on l'utilise depuis très longtemps dans les troupeaux, et on est capable de l'expliquer avec des exemples qui sont parlants. Très bien. Alors, si on reste justement sur l'agriculture, vous, c'est quoi votre vision, Sophie Bauer, votre vision du rôle des agriculteurs dans One Health? Comment vous voyez ces liens-là? Qu'est-ce que vous pensez en fait des principaux messages de cette note qu'on vient juste de publier? Alors déjà, les agriculteurs ont un rôle majeur dans la gestion du paysage. Puisque en fait ils façonnent les campagnes, et ça c'est vraiment un rôle très important, que ce soit dans la biodiversité, dans la conservation effectivement des espèces de plantes aussi, et puis le fait de nous ménager aussi des espaces de promenade, parce que ça paraît pas, mais quand on peut passer en lisière du champ, on ne veut pas passer dedans, surtout pas, parce on respecte leur travail. Mais quand on peut passer en lisière du champ, on a l'impression d'être plus proche d'eux justement, et c'est sympa de se balader un peu dans la campagne comme ça, pas forcément avec des chemins très tracés,
mais avec des espaces quand même où on peut passer sans nuire à leur travail. Donc il y a tout ça. On a beaucoup parlé de la conservation des zones humides, mais il ne faut pas oublier que s'il y a eu un assèchement en France de beaucoup de zones humides, c'était justement à des fins sanitaires, puisque je pense à la Sologne en particulier, où il y a beaucoup d'étangs qui ont été asséchés, parce que les gens qui habitaient en bordure de ces étangs avaient ce qu'on appelait à l'époque les fièvres. Et en asséchant les étangs, on avait remarqué que il y avait plus les fièvres. Donc la préservation des zones humides, c'est bien gentil, mais il faut aussi faire en sorte que ces zones humides ne viennent pas des habitats à moustiques multiples et à insectes vecteurs, parce qu'effectivement, du coup, on perd l'intérêt de la zone humide pour la santé. Donc c'est pas si simple, je dirais, que de réintroduire des zones humides, que de retourner vers des anciennes pratiques, parce qu'il y a un certain nombre de ces pratiques qui n'ont pas été abandonnées pour rien, il y a des bonnes raisons, et donc il faut arriver à avoir à la fois une agriculture durable avec des produits qui ont une bonne nutrition pour les humains et pour les animaux, une préservation de certains paysages, parce que c'est vrai que les haies, ça coupe le vent, ou les rideaux d'arbres, ça coupe le vent, que les forêts, ça protège les zones de captation d'eau. On a un exemple très simple en Seine-et-Marne, on a quand même réussi à polluer complètement la première nappe, il y a trois nappes, donc on est en train de pomper la deuxième, et il reste plus qu'une après pour les générations futures si jamais on assèche la deuxième. La première est totalement polluée par des pesticides et des produits de pesticides. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu au fil du temps que non seulement ces pesticides, il y en a qui sont très néfastes, mais en plus quand ils se dégradent, leurs produits de dégradation sont encore plus dangereux et plus néfastes pour la santé humaine et animale que la molécule de départ. Donc ça demande aussi que du côté de l'industrie chimique, il y ait des recherches peut-être plus poussées, non seulement sur la molécule de départ, mais qu'est-ce qu'elle devient quand elle se trouve fragmentée par l'environnement, et quelquefois c'est encore plus dangereux. Donc là, vous mettez le doigt sur le sujet qui fâche quand même, entre le monde agricole et le monde de la santé humaine, c'est les pesticides, les produits phytosanitaires. Alors, d'une part, je ne suis pas une spécialiste loin de là, mais j'ai lu qu'il y a un certain nombre de plantes qui s'aidaient les unes les autres et qui pouvaient interagir pour lutter contre un certain nombre de pathogènes des plantes. On a démontré aussi plus récemment que les arbres entre eux étaient capables par leurs racines de se passer en fait des immunoglobulines, c'est-à-dire de se passer de quoi se défendre d'un arbre à l'autre, et y compris entre essences différentes, ce qui était quand même quelque chose d'assez troublant quand les chercheurs ont fait ces découvertes. Donc il y a probablement moyen de réduire l'impact de ces produits sans passer du jour au lendemain. Effectivement, ça pose des gros problèmes. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est, si on s'en passe le plus possible, bloquer l'arrivée dans notre pays de tout un tas de produits d'alimentation qui n'ont pas subi les contrôles et les normes que nous avons, nous. Et donc, si on veut bien nourrir notre population, il vaut mieux la nourrir avec ce qui a été fait, fabriqué, élevé et cultivé en France que avec des produits dont on maîtrise absolument pas les techniques et qui quelquefois ont traversé la planète. Alors, avec une empreinte carbone dont on parle jamais, c'est quand même curieux. On parle de l'empreinte carbone de nos vaches dans les prés. Il faudrait bien qu'elles ne pètent plus, ces pauvres vaches, parce que quand même, ça fait du gaz. Mais par contre, la vache d'Argentine qui a fait la moitié de la planète en bateau ou en transport, ça, il n'y a pas d'empreinte carbone apparemment. Donc c'est quand même assez curieux. Donc la notion d'alimentation durable, c'est quelque chose d'important pour vous aussi. Alors pour moi, l'alimentation durable doit être incluse dans One Health. Et l'alimentation durable, c'est pas tout à fait le terme, puisque vous savez qu'on traduit plus ou moins bien les expressions anglo-saxonnes. Les anglo-saxons disent sustainable diets. Sustainable diets, ça veut dire des régimes durables, mais des régimes durables, ça veut dire que sur le plan nutritionnel pour les humains, c'est de la haute qualité nutritionnelle, et ça veut dire qu'en fabriquant, en faisant pousser les produits dont on a besoin et en élevant les animaux dont on a besoin pour ces régimes alimentaires, on ne va pas détruire davantage le paysage, la planète et pas provoquer une pression supplémentaire qui ferait disparaître un certain nombre d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Très bien.
Laurent Perrin, vous me disiez aussi, vous me parliez des perceptions, perception d'un animal mort par rapport à la perception d'un champ de culture dévasté par une sécheresse, par exemple, ou une inondation. Cette histoire de perception de la maladie ou de l'impact d'une maladie sur un animal ou un végétal n'est pas la même chez nous, les humains. En fait, moi je le vois avec mes clients qui sont éleveurs et de production végétale aussi. L'utilisation de la prévention en fait sur les cultures est toujours perçue comme un investissement. La prévention sur les animaux est toujours perçue comme un coût. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas en fait à faire évoluer. Sans doute effectivement que cela est lié au fait que quand on perd des animaux, on les met au bout du chemin et les carisseurs passent les prendre, alors que quand on perd 10 ou 15 quintaux l'hectare, ils ne sont pas au bout du chemin pour partir en fait. Ils ne sont pas apparus. Et en fait, c'est bizarre parce que du coup, on devrait avoir une perception moindre de la perte en production végétale et plus importante en production animale. Et du coup, ça devrait défendre un vrai travail de prévention. Donc je pense qu'il y a une vraie, révolution intellectuelle, je vais dire, à faire sur les investissements dans la prévention. De la même façon, quelque chose d'un peu du même type. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'agriculture est victime vraiment d'une pression très très forte sociétale et que c'est très désagréable. Je pense que c'est en train, malgré tout, d'avoir un effet qui est une vraie prise de conscience sur des pratiques qui n'étaient quand même pas forcément tout à fait judicieuses, mais qu'il va falloir faire de ça quelque chose en faire une opportunité. Et il y a un vrai travail à faire. Après, et nous on le ressent beaucoup en animaux. Je vais parler de quelque chose qui fâche, qui est l'augmentation de l'administratif en fait auprès en particulier des éleveurs, puisque moi c'est surtout de ce côté-là que je vais les connaître. Mais il y a un moment où faire savoir ce qu'on fait bien, c'est aussi important que de faire bien. Il y a un moment où il va falloir sortir de ce cercle où on parle toujours de la boîte noire des abattoirs, de la boîte noire du phytosanitaire, et je pense que c'est pas facile de faire de la communication positive, mais rester en permanence sur de la communication de crise en réaction, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi je vois, ça fait 40 ans que j'exerce, quand je vois l'évolution des pratiques en matière d'élevage, entre ce que j'ai connu quand j'ai attaqué en 83, 84, moi j'ai commencé à travailler, je veux dire, il y a une révolution qui s'est passée. Je veux dire, moi, quand on me parle aujourd'hui d'éleveurs qui maltraitent leurs animaux aujourd'hui, il faut que les gens ils se rappellent pas ce qui se passait il y a 40 ans. Enfin, je veux dire, des vaches qui sortaient pas de l'hiver attachées à la chaîne, on en avait partout, on n'avait que ça. Aujourd'hui, on a des animaux qui sont dans des grandes stabulations. Alors effectivement, ils vont pas forcément à l'herbe, mais ils ont de la place pour se promener. Et je pense qu'il y a un vrai discours à avoir positif. Moi, je suis souvent présent au salon, on est souvent interrogé par des gens qui sont très très loin de l'agriculture et qui disent « Ah mais quand même, les robots de traite, c'est quand même pas très bien. Quoi. Les éleveurs, ils sont plus avec leurs vaches. » Je dis « Oui, enfin, quand une vache elle fait 60 kg de lait par jour, pouvoir se faire traire 3 fois par jour, c'est sûrement plus agréable qu'à d'attendre 8 heures le soir que l'éleveur ait fini son boulot pour aller les traire. » Et quand on explique ça aux gens, ils percutent, quoi. Donc on ne communique pas suffisamment sur les progrès réalisés. Ah oui, je pense qu'il y a, et en végétal, c'est le cas aussi. Voilà. Je pense, oui, il y a un vrai travail de communication sur l'amélioration qu'on fait des pratiques, de toutes les pratiques. Très bien. Alors une petite dernière question, c'est quelles sont vos propositions concrètes à vous deux pour que One Health devienne plus opérationnel sur le terrain? Du coup, comment faire pour que les choses se concrétisent? Qu'est-ce que vous proposez, vous, de mettre en place? Davantage de dialogue. Vous me disiez, Sophie Bauer, que vous mettiez en place des réunions entre vétérinaires et médecins, par exemple, sur le terrain. Oui, on fait même des événements, on fait aussi venir justement des agriculteurs, parce qu'on est complètement dépendants les uns des autres. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire, c'est ça One Health aussi. C'est l'arrêt des silos et les gens qui se parlent, qui travaillent dans le même sens, qui communiquent.
et qui essayent d'améliorer leur territoire de façon conjointe. Et c'est ça qui est important. Le fait de pouvoir parler avec nos agriculteurs locaux, par exemple, quand on est médecin, ça permet d'abord de savoir ce qu'ils font. Voilà. Savoir aussi où acheter des bonnes choses, parce qu'il y a des fois des ventes directes qui sont... donc on aime bien. On aime bien aller prendre le produit là où il a été fabriqué, ça nous rassure quand même beaucoup. Et donc cet environnement qu'on crée localement, avec aussi les vétérinaires, parce que moi j'ai un exemple flagrant. J'habite tout près de la forêt de Fontainebleau et on a eu une année les chenilles processionnaires. Alors, ces saletés de chenilles processionnelles, elles ont commencé par attaquer nos chats. Parce que nos chats sont des chats chasseurs, ce sont des chats de campagne, donc ils chassent la nuit. Donc on les a récupérés le matin, ils étaient dans des états minables, donc on a été vite les montrer à nos vétérinaires, donc qui eux ont compris tout de suite qu'il se passait quelque chose en forêt. Sauf qu'on n'a pas communiqué et le dimanche, la famille va en forêt gambader avec les petits dans les poussettes. Ce qui fait que le dimanche soir, les urgences étaient pleines de petits, voilà, qui avaient aussi tâté de la chenille processionnaire. Et le lundi matin, c'était le drame dans tous les cabinets médicaux. Et c'est probablement que si on s'était parlé au cours de la semaine, quand nos chats ont été atteints, on aurait compris qu'il fallait pas aller gambader en forêt comme tous les dimanches. Donc voilà, et c'est très important, ça, localement, d'arriver à se parler davantage, à se passer les informations, parce que quelquefois, les maladies sont vues d'abord et les problèmes sont vus d'abord par les vétérinaires, et inversement, quelquefois, c'est nous, les médecins, qui les voyons d'abord. Et si on arrivait à se parler plus et plus vite, qu'en passant forcément par les ARS, etc., je pense qu'on gagnerait du temps, et sur des problèmes comme ça, on aurait une efficacité bien meilleure que ce qu'on a eu cette fois-là, parce que c'était quand même, il y a des petits qui ont été très patients, très malades, qu'il a même fallu hospitaliser sur des durées un peu longues. Et puis, on a eu des chats qui en ont pas réchappé de l'histoire. Donc voilà, sur des phénomènes comme ça locaux, le fait de se parler, de voir les choses arriver, c'est pareil dans les maladies vectorielles. Quand on a des moustiques qui sont infestés par une maladie qu'on n'attendait pas, quelquefois c'est les vétos qui les voient d'abord, quelquefois c'est les médecins. Donc si on peut se parler, on a le problème de la maladie de Lyme, qui est très endémique aussi dans nos contrées. Et là, c'est pareil, les tiques qui se mettent sur nos animaux domestiques et qu'on ramène après dans nos maisons, eh bien, il faut faire de la prévention, bien entendu. Et nous, on explique aussi aux promeneurs comment se garantir pour ne pas avoir des tiques et des piqûres de tiques. Donc on a beaucoup de choses, beaucoup de sujets en commun, et je pense qu'au niveau local, si on arrive à mieux se concerter, à mieux se connaître et à mieux se parler, on peut vraiment avancer dans une dynamique One Health. Et encore une fois, avec les agriculteurs, alors nous on parle aussi aux architectes, puisqu'il y a aussi tout le problème de l'habitat durable, éviter aussi des polluants dans les habitations, et puis faire des maisons qui sont moins énergivores. Donc il y a plusieurs corps de métier en fait, et plusieurs professions qu'on a intérêt à coordonner dans cette optique une seule santé, donc dans cette optique One Health. Merci. Laurent Perrin. Moi, je pense qu'on a deux niveaux. On a le principe une seule santé. Je pense que ça, c'est beaucoup travaillé, mais il ne faut pas que ça reste trop philosophique ou ésotérique. Il y a un moment où il faut faire du terrain. Alors c'est ce qu'on essaye de faire dans ma région. Je vais vendre ma région. En Centre-Val de Loire, on a fait l'année dernière déjà une première réunion où on a choisi un sujet qui n'est pas complètement commun aux médecins et aux vétérinaires, mais qui fait le lien, qui étaient les morsures canines. Donc on a fait intervenir à la fois un confrère où on a parlé comportement canin, rage, et on avait un chirurgien de la main. Et c'était très intéressant. Ça a permis de mettre les deux professions ensemble, y compris sur un sujet qui n'était pas vraiment tout à fait le même. Cette année, on va retravailler, on refait une réunion cette année, où là, on sera sur les maladies vectorielles, où là, par contre, on est sur une problématique qui est commune, puisqu'on a des maladies vectorielles humaines et animales. Et je pense que faire toucher du doigt la réalité en fait d'une seule santé avec un certain pragmatisme et au plus près du terrain, ça va faire se rejoindre les deux niveaux.
Et je pense qu'il y a une vraie importance à porter le message au-delà des déclarations d'intention, je vais dire. Voilà. Et avec un vrai lien entre les acteurs. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas pour ces cas particuliers, ces exemples bien précis de ce que c'est que One Health aujourd'hui et des dialogues qui existent déjà. Alors peut-être pas suffisamment encore qui sont à développer, mais qui existent déjà sur le terrain. Mais écoutez, merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci.